Donc c'est la propriété chez Platon et Aristote. Alors déjà des formations professionnelles, une petite mise en place historique pour expliquer. Alors donc au moment où Platon écrit ses dialogues, pour resituer, Athènes sort doucement de son apogée, donc du 5e siècle, et de son glorieux 5e siècle. Elle était rentrée dans la guerre du Péloponnèse, qui l'opposait à Sparte. Elle était puissante, ambitieuse, sûre d'elle, et elle en ressort 20 années plus tard, meurtrie et affaiblie. Durement éprouvée par Sparte, victime de conflits internes aussi, de guerres de chefs, de luttes sociales, elle ne peut plus être considérée comme un modèle de perfection, un absolu à atteindre, comme elle l'était au temps de son expansion. Fragilisée de toutes parts, la démocratie, qui était le fer de lance de la cité athénienne, est remise en question. Bien que défendue par des gens comme Lysias ou Protagoras, elle trouve néanmoins ses détracteurs dans les hauts milieux intellectuels et elle a à subir les assauts de Platon et Aristote, par exemple. Donc pour présenter brièvement Platon et Aristote qu'on connaît, alors d'origine aristocratique, Platon ne peut par la suite que condamner le régime qui a tué son maître Socrate. Donc le procès de Socrate est vraiment à la fin de la guerre du Péloponnèse, 399. Et donc il se fixe comme devoir de remettre ce régime en question et, dans une démarche constructive et pas seulement destructive, d'en offrir une alternative qui est expliquée et détaillée dans la République, les lois, mais aussi qui est reprise dans d'autres dialogues comme le Timée ou le Critias. Or, l'alternative de l'académicien, de Platon donc, ne satisfait pas Aristote qui, dans les politiques, en montre les faiblesses ainsi que les limites, prenant d'ailleurs parfois quelques raccourcis en liberté d'interprétation du texte platonicien. Le philosophe stagirite entend bien offrir un autre modèle politique qui réaliserait pleinement le but même de toute politique, à savoir faire le bonheur des citoyens. Les deux philosophes, s'ils s'opposent dans les solutions qu'ils proposent, partent pourtant tous deux d'un même constat. La guerre civile qui ronge la cité, et donc qui fragilise la démocratie, est le fruit d'un conflit non pas idéologique, religieux ou ethnique, comme on a plutôt l'habitude de les retrouver dans les guerres civiles, mais le fruit d'un conflit de classe sociale. Donc c'est le problème de la démocratie athénienne est avant tout un problème de cohésion sociale, d'inégalité entre des gens qui vont s'affronter. Donc la démocratie, telle qu'elle sort de la guerre du Péloponnèse, loin de vouloir atténuer ces conflits, ne semble au contraire n'avoir qu'un but, maintenir les riches dans leur position, et les enrichir encore plus, et laisser les pauvres à continuer à s'appauvrir, et ils vont s'appauvrir encore plus étant donné qu'on est dans un contexte de crise et que la belle époque d'Athènes est finie. Or, la richesse dans l'Athènes classique se mesure avant tout en possession de terres. Les riches sont les grands propriétaires terriens, et les pauvres, ceux qui ne possèdent que peu de terres, voire pas du tout, et qui doivent alors se mettre, dans le pire des cas, sous la protection de plus grands. Depuis les grandes réformes à Athènes, il n'y a plus d'esclavage pour dette, c'est-à-dire on ne peut plus être réduit à l'état d'esclave simplement parce qu'on ne peut pas payer ses dettes, mais il se passe quand même un peu sensiblement la même chose, même si on n'est plus esclave, on est quand même dans la dépendance totale de grands propriétaires. Donc dans une telle conjoncture, les tensions sont inévitables. Les pauvres vont vouloir se sortir de ça, les riches vont vouloir garder leurs acquis, il peut y avoir donc une confrontation. Il y a donc un lien fort entre les richesses particulières et la stabilité politique d'une société. Dès lors, une conclusion s'impose. Si les inégalités sociales sont la cause principale du chaos qui règne dans la cité, il suffit pour en sortir de mettre en place un système basé sur une plus stricte égalité des richesses. C'est donc dans cette perspective que la question de la propriété se pose alors. Dans la mesure où elle est à la racine des conflits sociaux, la propriété peut-elle être considérée comme légitime? Faut-il l'abolir ou au contraire en proposer une régulation? Ou alors, une perspective qui n'est pas vue par Aristote et Platon pourrait aussi, ce qui était repris plus tard, laisser faire et laisser la société se réguler toute seule malgré les conflits. Et là, il s'agit justement de stopper ces conflits-là. Alors l'histoire retient avant tout de Platon son communisme, c'est ce qu'on a vu beaucoup l'autre fois, donc je ne vais pas revenir spécialement sur cette notion. Et donc on retient surtout son communisme dans le sens où il prône dans la République, dans un
de la République, une communauté de richesse, mais aussi de femmes, d'enfants et même d'affects. Pour Platon, en effet, la cité idéale est une cité sans propriété privée, puisque celle-ci, la propriété n'est que cause de conflit, il faut la supprimer et par là même supprimer donc le conflit. Mais peut-on simplifier de cette façon les thèses de Platon comme le fait Aristote dans la reprise qu'il fait dans les politiques? N'ont-elles non seulement une complexité intéressante qui va au-delà de ce simple communisme, mais en plus ne sont-elles pas tirées de propositions, de principes même, bien légitimes et théoriquement tenables? De plus, il ne faut pas s'en tenir uniquement à la République de Platon, même si ça reste ce qu'on étudie le plus, mais il y a quand même une révision intéressante dans les lois qui va tenter justement de faire quelque chose de plus faisable. Donc Aristote, lui, dans sa critique, s'en vient surtout à la République de Platon, et non seulement il considère le projet platonicien comme une utopie, mais aussi et surtout comme une utopie dangereuse, et il propose un tout autre modèle. La réflexion d'Aristote s'arrête, elle aussi, assez longuement sur la notion de propriété, qui est au centre des réformes qu'il propose. Mais pour l'ancien élève de Platon, le rôle de la propriété n'est pas exclusivement néfaste, donc il ne la voit plus comme Platon, comme quelque chose à abolir. Donc quelle place se réserve-t-il alors? Donc j'ai suivi un plan assez simple qui consiste à présenter d'abord la République, puis les lois, et les politiques d'Aristote en liant les trois et en voyant comment ils se répondent entre eux, avec toujours la notion de propriété au centre du débat. Donc Platon, qui vit dans une cité déchirée par les tensions, par la menace constante de la guerre civile, ne peut aspirer qu'à la paix. Donc c'est à lui de chercher comment y accéder. Pour ce faire, il essaie tout d'abord de comprendre comment une telle situation a pu s'installer. Donc ne dérogeant pas à sa propre coutume qu'on a eu l'habitude de retrouver dans beaucoup de dialogues, il passe par le mythe pour illustrer et développer ses thèses. Donc là, je vais juste faire un bref rappel du Timée et du Critias qui explique comment la société a pu arriver au point où elle en est aujourd'hui et ce qui nous offre un point de départ pour comprendre comment Platon a pu passer après, par la suite, la notion de propriété au centre de sa réflexion et comment il a pu la dégager réellement comme un problème. Donc dans le Timée et dans le Critias, Platon décrit une cité divine, parfaite, instituée par le dieu Poséidon. Aussi longtemps que les rois mis en place par celui-ci respectèrent ses lois, la cité prospéra, puissante, riche, vertueuse, donc un peu la cité idéale que voudrait Platon. Alors je cite le Critias. Il n'avait, donc les rois qui dirigent, ils n'avaient que des pensées vraies et grandes en tout point, ils se comportaient avec douceur et sagesse, n'ayant d'attention qu'à la vertu, toujours maîtres d'eux-mêmes, ils ne s'écartaient pas de leurs devoirs. Donc peu à peu, la part divine insufflée par Poséidon, donc dans ce mythe, en chacun de ces hommes s'amenuisa. Je cite, la portion divine qui était en eux s'altéra, par son fréquent mélange avec un élément mortel considérable, le caractère humain prédomina. Dès lors, ce sont en hommes qu'ils se comportèrent. Alors en quoi ça peut changer les choses? En fait, c'est que cette stabilité quasi divine, maintenue dans la cité du Dieu, ne semblait pouvoir perdurer dans une cité régie par les hommes. Ceux-ci se conduisaient en effet indécemment, je cite, étaient infectés d'injustes convoitises, de l'orgueil de dominer. La cité devint décadente, en proie aux luttes, aux conflits, comme l'Athènes de Platon.